Marina Miroglio est une créatrice d'événements culturels, mais il faut dire que au cours de ces 30 ans passés à Paris, elle a fait plein de choses très différentes, n'est-ce pas? Ben oui, parce que les parcours sont rarement linéaires et surtout quand on vient de l'étranger. Donc c'est vrai qu'il y a 30 ans, quand j'ai décidé de rejoindre l'homme avec qui je suis restée longtemps, c'était une aventure. Oui, donc tu es arrivée à Paris par amour. Par amour. Voilà, ça, cela a été la première motivation. Voilà, c'est ça qui m'a fait passer les Alpes. Ah oui. Et donc j'avais pris une année sabbatique de la mairie de Turin, parce que j'étais une fonctionnaire de la mairie de Turin. Et je m'étais dit, une année, je vais voir qu'est-ce qui se passe à Paris, en sachant qu'à l'époque, je ne disais pas un mot en français. Donc c'était un vrai challenge. Et donc finalement, je me suis dit, le seul métier que je peux faire, c'est le seul métier. Il y en a peut-être d'autres, mais celui qui me paraissait adapté, c'était graphiste. Parce que je me suis dit, je vais à peu près comprendre ce qu'on me demande. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et après, je suis restée au-delà de l'année sabbatique. Donc, et donc là, tu as quitté la mairie de Turin. Voilà. Et tu t'es installée à Paris d'une manière stable. Stable, exact. Voilà. Et donc, graphiste. Alors, c'est justement avec cette casquette que j'ai connu Marina Miroglio il y a plusieurs années, car à l'époque, j'étais le directeur d'une revue qui s'intitulait France-Italie, et donc il s'agissait de s'occuper de la conception artistique et de la mise en page de cette revue, suivant des critères très différents par rapport au travail de mise en page que l'on peut faire aujourd'hui. Oui, parce qu'à l'époque, c'était encore en partie manuel. Donc, j'ai vraiment connu le passage entre l'évolution. Voilà, exactement. Entre le métier du graphiste traditionnel avec cutter, crayon, les premiers ordinateurs qui étaient des tout petits Mac, les tout premiers Mac. Je me souviens. Donc, pour avoir une double page à l'écran, il fallait tout le temps se déplacer. Même le premier, il était en noir et blanc. Donc, je reconnaissais les couleurs par les différences de trames de gris. C'était incroyable. Je ne sais pas comment j'allais faire, comment j'avais fait à y arriver. Et après, les grands écrans, et après, tout le métier a changé. Et après, c'était un bonheur. C'était beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, avec des possibilités infinies. Oui, d'ailleurs, je me souviens qu'au départ, les ordinateurs étaient considérés un peu comme des gadgets, comme des choses qui n'avaient pas une véritable utilité, mais qui avaient pour but d'amuser leurs usagers. Oui, c'était presque plus comme des jeux que vraiment un outil de travail. C'est vrai qu'il y avait aussi la résistance des métiers traditionnels qui n'aimaient pas l'arrivée de l'ordinateur. Évidemment. Et je me souviens qu'on travaillait avec des photos sur papier. Voilà, il n'y avait pas le digital dans la photo, n'existait pas encore. Donc il s'agissait à chaque fois de scanner ces photos. Oui, avec une perte de qualité, parce que maintenant on peut dupliquer à l'infini les images. Et à l'époque, non, si on dupliquait trop de fois, la qualité perdait à chaque fois. Bien sûr, il fallait avoir beaucoup plus de connaissances de la matière. Et maintenant, on a besoin de plus de connaissances sur les logiciels, sur les techniques numériques, sur le virtuel. Donc c'était intéressant de voir ces deux mondes qui se sont, qui sont arrivés, un qui a fait disparaître l'autre, mais je pense avec beaucoup plus sûrement avec beaucoup plus de puissance qu'avant. Alors, si je me souviens bien, à l'époque, tu étais la fondatrice et responsable d'une agence qui s'appelait Regard. Exact. N'est-ce pas? Regard Culture. Voilà. Et donc là, on avait démarré cette collaboration qui s'est prolongée pendant plusieurs années. Oui, oui. C'était très long. C'était la deuxième structure, parce que la première, je l'avais créée donc, avec l'homme pour lequel je suis venue ici. Et c'était une agence de pub, et c'était surtout dans l'industrie, dans le pétrole, dans les énergies, dans l'immobilier. Donc c'était beaucoup plus technique.
Et quand j'ai vendu mes parts et je créais Regard Culture, c'était plus dans le culturel, beaucoup d'événementiels aussi, beaucoup d'éditions pour des structures, soit des ministères, des fondations, des associations et la Chambre de commerce italienne à Paris. Voilà. Donc j'étais un peu plus revenue vers des clients et des missions avec, toujours pour la France évidemment, mais aussi beaucoup pour l'Italie. Je m'étais rapprochée plus de mon pays. Donc l'événementiel t'a toujours beaucoup intéressé? Oui, ben ça déjà depuis Turin, parce qu'à Turin j'ai organisé des soirées festives. Après, je l'ai repris avec Regard Culture, donc j'organisais des conférences, des colloques, des expositions, que ce soit artistiques ou commerciales, pour présenter des produits italiens, de l'enogastronomie italienne, des conférences de presse, voilà. Donc ce côté-là m'a toujours suivi dans tous mes métiers. Et c'est celui que j'aime et où on me dit que je suis très bien, que je réussis très bien. Donc voilà. Donc je continue toujours, quel que soit le métier que je fais, j'associe toujours des événements qui font que les gens se réunissent, soit pour se rencontrer entre eux, soit pour connaître le produit que je dois promouvoir. Voilà. Donc je crois que Marina Miroglio a des qualités qui sont reconnues par tout le monde. Mais je voulais continuer un peu le récit de ce parcours. Donc après Regard, tu es passé à autre chose. Oui, voilà. Donc d'abord, Regard, je l'ai gardé 8 ans. Après, pareil, je l'ai cédé. Et c'est parce qu'après tant d'années de direction d'entreprise, je voulais être salariée. Donc, m'occuper simplement d'une chose précise, plutôt que de m'occuper de tout, compris gestion, finance, etc. Donc, voilà. Aussi parce que le fait d'être entrepreneur comporte des risques. Voilà, et avoir échangé de casquettes tous les heures. Donc, j'ai travaillé pour une société qui était dans l'édition, qui voulait monter une agence de pub. Donc, j'ai travaillé pour eux. Et après, ils ont vendu la société, donc ils ont vraiment valorisé l'entreprise, et ils ont bien vendu leur structure. Et entre-temps, j'ai eu une très belle proposition dans l'humanitaire. C'était une agence qui montait des événements militants et des événements médiatiques avec des stars connues de la télé comme Claire Chazal, Laurence Ferrari, Melissa Torrio. Et donc moi j'étais la directrice des partenariats. Donc j'ai recherché les entreprises partenaires des événements qui permettaient de collecter des fonds pour, par exemple, construire des écoles pour les petites filles qui n'ont pas l'accès à l'école dans des pays pauvres. Donc ça, c'était extraordinaire comme expérience, très, très dur parce qu'on avait plein d'informations, bon, celles qu'on voit à la télé, juste que nous, on les avait tous les jours. Hein. Et donc voilà, donc j'ai travaillé pour eux. Et après, j'avais toujours un rêve qui était de créer un vrai bar-café italien à Paris, parce que ça n'existe pas, ça n'existait pas. Et donc, j'ai quitté cette agence et j'ai créé mon Miroglio Café. Miroglio Café, qui était un véritable bijou, déjà quant à l'aménagement, parce qu'il y avait toute une série de clins d'œil à un espace italien et notamment turinois dans le domaine de la restauration, et c'était un véritable café italien, mais disons surtout turinois. Et puis aussi la formule était originale pour la France, c'est-à-dire c'était l'apericena, donc l'apéritif qui comporte toute une série d'amuse-bouches qui vont former un véritable dîner, donc apéri-cena, apéri-dîner, pour le traduire en français.
Et donc, c'est une manière un peu différente de passer la soirée. Exact. C'était un challenge parce que cette formule n'est pas habituelle à Paris. Oui, oui, mais ça, c'était un élément de charme, c'est-à-dire que cela comportait un certain dépaysement. Exact. Donc, voilà, sans prendre un avion, mais on avait la possibilité de changer un peu d'atmosphère. Ouais. C'est les Français qui venaient et certains me disaient avec fierté qu'ils disaient à leurs amis italiens « Venez voir, je vous fais découvrir un lieu vraiment italien ». Donc ils étaient fiers de faire découvrir aux Italiens de Paris mon lieu. Et c'est vrai que c'était ça, dès qu'ils ouvraient la porte, que ce soit les Italiens ou les Français, ils disaient « Ah ben là vraiment on est en Italie » ou pour qui connaissait Turin, « Ah on est vraiment à Turin ». J'avais tout le décor, j'avais reconstitué un café de 1800, voilà, turinois, et toute la manière de faire, le service, les produits était vraiment authentique. Donc le dépaysement était vraiment réussi. Et donc ça a permis de réunir la communauté italienne et française, mais passionnée d'Italie, soit parce qu'ils sont italophiles, voilà, exact. C'était vraiment le lieu de rendez-vous. Le lieu où on buvait le meilleur café, le meilleur cappuccino, les apéritifs, vraiment comme dans la tradition italienne. Et depuis, donc je l'ai vendu après 3 ans, et depuis il y a, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une découverte du fait qu'il y a une demande de l'Italie de niche, d'une région, d'une ville. Donc il y a d'autres lieux qui se sont créés comme ça par des jeunes Italiens qui ont eu envie de faire découvrir leur réalité, mais très locale, pas l'Italie, parce que l'Italie est très différente. Donc, voilà, ça c'est une chose que j'ai découvert moi aussi tout au cours de mon expérience française. C'est-à-dire que les Français sont toujours étonnés de voir à quel point est poussée la diversité régionale de l'Italie. Et comme même à l'intérieur de la même région, je ne sais pas, tu vas en Toscane et entre Florence, Sienne et Pise, ce sont déjà 3 mondes profondément différents, y compris dans le domaine gastronomique. Ah oui, la même recette, elle n'est pas faite de la même façon. Le même plat n'a pas la même manière. Oui. Et donc, du coup, il y a des goûts. J'étais ravie quand on me disait, tiens, ce goût-là, je me rappelle, c'était mon grand-père, ma grand-mère, ou pendant mon voyage, là, je le retrouve. Et c'est un goût fait par des associations qui, dès que tu les changes un peu, c'est toujours bon, c'est pas la même chose, et c'est une identité, vraiment, les gens, les Italiens, ils se reconnaissent aussi, c'est un peu leur racine, c'est les recettes, la manière de manger, les produits. Et là, il y a plein de réalités comme ça qui se sont créées à Paris, donc je suis ravie, parce que du coup, ça a permis, je ne suis pas la seule sûrement, mais en tout cas on me dit que c'est grâce au Miroglio Café qu'il y a eu ce désir de présenter... Ce tournant dans la perception française de la gastronomie exact. Et de l'envie des immigrés, parce qu'il y a énormément d'Italiens qui sont venus à Paris depuis ces dernières années, donc il y a qui est une vague de personnes qui, en effet, c'est quelque chose de très différent par rapport à l'immigration traditionnelle. Ce sont plutôt des gens qui ont fait des études, qui sont italophones, parce que l'immigration d'autrefois était basée sur les dialectes locaux. Il y avait plein d'Italiens qui, au fait, ne parlaient pas un italien correct, alors que les dernières arrivées sont basées sur des personnes ayant une culture générale très bonne. Très importante, oui. La plupart de mes salariés, pour ne pas dire tous, du Miroglio Café, c'était des personnes qui avaient des diplômes, qui avaient des universitaires, mais par le fait qu'ils ne parlaient pas
parfaitement le français, ils ne pouvaient pas tout de suite trouver un travail dans leur domaine. Donc ils passaient par la restauration pour pouvoir avoir un appartement, voilà, vivre le temps qui leur permettait après d'intégrer, se mettre à niveau avec le français. Et donc c'est une immigration extrêmement cultivée. Qui jeune et qui cherche l'aventure étrangère. Voilà. L'aventure. Donc, un sujet qui mériterait d'être approfondi, mais ce sera pour une autre fois. Alors que je voulais comprendre, après ce plongeon dans la restauration, alors qu'est-ce que tu as fait après? Alors, il y a un fait étonnant pendant les 3 années de restauration. Moi, je mettais sur les tables, pas des nappes, mais j'avais des très jolies tables, je ne voulais pas les couvrir. Oui, je me souviens. Voilà. Donc, et je mettais des sets de tables, mais tout. Il y avait une machine à café qui était vraiment... Il y avait des gens qui se mettaient comme devant une belle vitrine, juste pour regarder cette énorme machine à café. Voilà. Oui, qui était le cœur de la... les nappes. Et donc, et je me disais, c'est dommage, les nappes, on les met pour protéger la table, mais après, ça ne sert à rien. Donc après, on jette, et je m'étais dit, ça serait sympa s'il y avait des articles sur l'Italie, ou des articles comme ça, si c'était une revue, à la place d'être juste une feuille blanche ou colorée. Et je m'étais dit, si le jour où je n'ai plus le café, je veux voir s'il y a quelqu'un, parce que j'avais cherché comme ça, je n'avais pas trouvé, donc je laissais tomber. Et donc voilà, quand j'ai vendu le café, je me dis, je vais chercher si quelqu'un fait une revue sur les nappes. Et là, je ne trouve rien en France, et je trouve Sugo News en Italie, et je regarde, ils sont de Turin. Ah oui. Et je me dis, c'est un signe. C'est un signe du destin. Oui. Sugo, il faut savoir que sugo veut dire jus. Jus, voilà. Et il y a le jus. Sugo, peut-être aussi la sauce des pâtes. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Donc je me suis dit, bon, je les contacte. S'ils sont sympas, je vais les rencontrer. Et s'ils sont sympas et compétents, je vais peut-être proposer de le faire ensemble sur la France. Et s'ils ne sont pas sympas, je le ferai moi toute seule. Voilà. Et donc, finalement, je l'ai fait avec eux parce que c'est une équipe. Parce qu'ils étaient sympas. Sympa, compétent, extraordinaire. Ouais. C'est vraiment une équipe. Donc, ils ont une rédaction à Turin, ils ont des graphistes extraordinaires, voilà. Et donc, on a signé ensemble le développement pour la France. Oui, mais je crois que derrière cette initiative, il n'y a pas que l'élément commercial, il y a aussi toute une philosophie des délais d'attente. Ah oui, alors voilà, ça c'est l'autre surprise, belle surprise de cette année. Donc la Sugo News a commencé en 2004, donc c'est la 12e année, donc c'est il y a longtemps. Donc l'idée c'était de dire les personnes quand ils sont à table, ils attendent le serveur pour la commande, ils attendent la boisson, ils attendent le plat, il y a plein d'attentes. Donc pendant les attentes, surtout quand on est seul encore plus, si on a quelque chose à lire, tout de suite ça occupe le temps. Le restaurateur il est ravi parce que la perception du temps du client d'attente est réduite, donc il a la sensation de moins attendre le plat, le serveur, etc. Et donc ça donne un peu plus de calme pour le service. En plus, au lieu de regarder son iPad, ce qui peut comporter du stress, par exemple, alors se consacrer à une lecture agréable, intéressante. Voilà, parce que c'est ça, c'est que quand on est à table, on continue sur son téléphone, mais du coup, c'est du travail encore. C'est parce que maintenant, c'est un outil de travail. Voilà. Que là, la lecture, du coup, elle est vraiment, tu sais que tu es dans un moment de relax. Et donc, cette année, c'est la nouvelle qui est positive pour nous. Il y a la papesse de la pub, Diana Derval. Papesse. Papesse, voilà. Oui.
qui avait écrit un livre, mais qui était d'abord en anglais, après il a été traduit en français, et qui est le Wait Marketing, le marketing de l'attente, où elle explique effectivement tout ce que nous on fait depuis 12 ans, qu'il y a ces moments qui sont clés pour communiquer des informations, des news ou des communications publicitaires. Et si on le communique au bon moment, là, l'attention du lecteur est la plus forte et c'est là où le message passe le mieux, qui peut être un message seulement papier ou avec les QR codes. Alors du coup, effectivement, s'il veut en savoir plus, il va utiliser son téléphone pour en savoir plus. Donc il y a de l'information commerciale et il y a également de l'information culturelle, parce qu'il peut s'agir d'un livre, d'un film qui vient de sortir dans les salles. Enfin, oui, d'une exposition. Donc, parce que chaque feuille a vraiment des articles, il y a des vrais journalistes, du coup français, parce que l'édition française de Paris, ce ne sont pas des news italiennes traduites en français, ce sont des vraies news parisiennes. Et donc, c'est sur les expos, ça peut être sur les nouvelles tendances. C'est l'idée qui est italienne, et la réalisatrice qui est italienne. Voilà. Mais les contenus sont absolument français. Voilà, on a parlé de COP21 parce que c'était une actualité internationale, mais à part les grands événements, soit nationaux, soit internationaux, où ça vaut vraiment la peine d'écrire, comment dire, ou de mettre l'accent. Sinon, c'est vraiment les news urbaines. L'objectif, c'est que la personne voit quels événements il y a dans la ville et après, il peut aller voir l'expo, le film ou le spectacle. Et donc, moitié, c'est news d'information et moitié, c'est l'annonce publicitaire parce que nous, on donne au restaurant gratuitement les feuilles pour pouvoir choisir les lieux où on Vous avez combien de restaurants dans votre réseau? Alors là, là on sort le deuxième numéro, et là on est à 200 lieux, et pour le troisième numéro, on monte à 300. Après, on restera à peu près à 300 lieux sur Paris. Ce sont les lieux, bars, cafés, restaurants, les plus tendances de la ville. À chaque fois, que ce soit en Italie ou à Paris, c'est une sélection de lieux. Des lieux où les personnes, après, elles sortent. Oui, donc l'annonceur est aussi intéressé par la qualité du lieu où cette mini-nappe est exact, c'est ça. C'est il peut vraiment savoir quel message précis communiquer, à différence des gratuits, où il faut des quantités énormes de revues pour toucher sa cible, parce que le gratuit, évidemment, devant la bouche de métro, il y a toute typologie de personnes, donc il y a des messages qui peuvent être adaptés à une typologie et pas à une autre. Que nous, on sait que c'est la typologie qui fréquente ces lieux, donc automatiquement la communication elle est faite pour être appréciée et attirante pour les clients des restaurants tendance. Voilà, donc tout cela est intéressant, mais en plus de cela, Marina Miroglio s'occupe aussi d'une initiative assez curieuse et intéressante aussi, qui s'appelle « Qui cherche, trouve ». Ah oui, ça c'est amusant parce que... Et cela aussi fait partie de l'événementiel. Oui, absolument. Ça vraiment, en italien, cela se dit « Chi cerca trova ». Chi cerca trova, voilà. C'était une idée que j'avais eue il y a 10 ans. J'avais commencé effectivement il y a 10 ans, mais après j'avais intégré l'équipe, l'agence dans l'humanitaire. Donc je n'avais pas eu la possibilité de continuer parce que je travaillais trop pour l'agence. Et donc, et là je l'ai relancé en me disant que c'était encore plus important qu'avant et encore plus compréhensible qu'avant. Parce que maintenant le collaboratif, le fait de s'aider, de faire des échanges, c'est vraiment dans l'air du temps. Qu'il y a 10 ans, c'était un peu, comment dire, un peu innovateur. Et donc le principe, c'est qu'on est toujours une quarantaine de personnes.
Et chacune dit devant tout le monde 2 choses qu'elle cherche, elle fait 2 demandes et une offre. Et dans la soirée même, parmi les 40 personnes, il y en a au moins un tiers qui trouve tout de suite la chose qu'elle cherche. Et c'est extraordinaire. Après, ça continue, parce que pour l'instant, j'utilise Facebook pour les échanges. Les personnes, si elles veulent, elles peuvent mettre leurs demandes. Du coup, elles peuvent mettre 20 demandes si elles veulent et 20 offres. Là, il n'y a pas de limite. Et donc, ça continue après, en dehors de la soirée. Et là, chaque fois, on me dit, mais tu sais, j'ai trouvé plein de choses, même des choses que je ne m'imaginais pas demander ou chercher. Donc, ça a une puissance extraordinaire. Alors, une personne souhaitant se mettre en contact avec cette initiative doit faire quoi exactement? Alors, soit, si elle est sur Facebook, elle me cherche, Marina Miroglio, donc voilà, j'ai mon profil, il y a mon visage, parce qu'il y a d'autres Marina Miroglio dans le monde. Elle est parfaitement reconnaissable. Voilà, c'est tout. Voilà. Ou sinon de regarder parmi les événements qui cherche trouve. Donc là, le prochain, c'est donc chercher sur Google. Google, il trouvera moi. Les soirées, c'est sur Facebook. Sur Facebook. Voilà, exactement. Et sinon, moi, on me trouve sur Google, oui, tout à fait. Ou sur LinkedIn, voilà. Donc, plein d'initiatives dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Voilà, exactement. Voilà, donc la papesse, ce terme me plaît beaucoup, la papesse de l'événementiel franco-italien. Ah, voilà. C'est joli. Grazie. Merci, grazie.